Mesdames et messieurs, bonjour, merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle émission consacrée aujourd'hui, bien sûr, à la Journée mondiale des droits de l'homme. Une célébration qui laisse comme un goût d'amertume devant le recul constaté en matière des droits humains, que ce soit donc à Gaza, au Soudan ou encore au Sahara occidental et parfois souvent au Maroc où la population est réprimée. Le fait est là, les droits de l'homme enregistrent un recul sans précédent devant la répression qui, elle, prend toute sa dimension contre la voie de la justice. Qu'est-il arrivé au monde qui a donc perdu en l'espace de quelques petites années la lutte ou le combat de longues années de lutte pour faire valoir le droit et surtout l'état de droit dans le monde, avec la ferme conviction que ces droits soient la règle et le prisme par lequel ces relations internationales doivent se regarder et doivent surtout regarder et respecter. Hélas, l'éclatement des foyers de tension à travers le monde et des deux poids, deux mesures qui a pris donc la place, qui est très flagrant, ont bousculé toutes les donnes. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir avec beaucoup de plaisir, nous accueillons donc de manière successive Ahmedna Abdi Mbarak, porte-parole de la jeunesse active sahraoui depuis Paris, en direct avec nous. Ahmedna, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci à vous. Claude Manja sera également avec nous. Elle est militante avec le peuple sahraoui. Elle est également épouse du militant sahraoui Naama Asfari, en détention dans les prisons marocaines depuis plus de 13 ans. Naama Asfari, qui est également professeur et avocat et qui est donc en détention dans les geôles marocaines. Nous rejoindra également Saddam Lektef, membre du comité administratif du CODESA, dans un petit moment pour en parler. Je commence avec vous, Ahmedna Mbarak. Alors, le monde entier célèbre aujourd'hui cette déclaration universelle des droits de l'homme. On fête aujourd'hui donc les 77 ans des droits de l'homme, ou ce qu'on en a fait. Alors, 77 ans après, qu'a-t-on fait de ces droits de l'homme aujourd'hui ? C'était en effet une journée importante ce 10 décembre. Chaque année, nous célébrons une date d'une déclaration forte qui a un sens. Mais pourtant, pour le peuple sahraoui, c'est un rappel douloureux. Parce que si on parle de liberté, pour le peuple sahraoui, c'est une liberté confisquée. Et d'une absence totale de justice. Mais aussi un rappel d'une absence totale d'humanité. Pour un rappel très concret, le peuple sahraoui continue à souffrir cette répression systématique. Ce sont des droits basiques, cette liberté d'expression, cette répression très forte qui est faite contre les défenseurs des droits de l'homme. À ce jour, la communauté internationale, quand il s'agit de droits internationaux, de droits de l'homme, elle regarde ailleurs, ne regarde pas cette réalité qui vit justement le peuple sahraoui. Malgré que cette année, c'était surtout une bonne nouvelle que 8 rapporteurs spéciaux dénoncent justement ces violations de droits de l'homme au Sahara occidental. Cette Sahara occidental qui est toujours une prison à ciel ouvert, où la répression marocaine, où les autorités marocaines font la loi et contre les défenseurs des droits de l'homme, contre le peuple sahraoui. Ce sont des milliers, nos frères, nos sœurs, nos grands-mères qui souffrent sur cette occupation. Il s'agit aussi d'une journée où il faut rappeler cet obstacle d'une mission permanente, d'un mécanisme efficace au Sahara occidental pour respecter les droits de l'homme. Il faut rappeler que le Maroc est toujours l'obstacle premier pour une mission permanente qui surveille justement les droits de l'homme. Ce sont depuis 8 ans que le Maroc refuse l'entrée du Haut Commissariat des Nations Unies afin de surveiller le respect des droits de l'homme au Sahara occidental.
Oui, justement, Ahmed Abdi Mbarak, aujourd'hui, nous assistons quand même à ce qu'on appelle un recul. Ce n'est pas notre constat, c'est le constat de toutes les ONG qui ont fait part de leurs sentiments aujourd'hui. Nous assistons depuis quand même peut-être l'après-Covid, cette période d'après-Covid, avec le déclenchement de failles de tension en Ukraine, à Gaza, au Soudan, et puis la situation, je dirais, de statu quo également au Sahara occidental, et puis le tournant que certains événements ont pris par rapport à ce dossier sahraoui, nous assistons quand même à un recul, le constat est là. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui a provoqué ce recul vis-à-vis de la question des droits de l'homme, alors que pour arracher justement ces droits de l'homme, il a fallu quand même un combat, une lutte de longues années de tous ces défenseurs et amoureux justement des droits humains? Cher Leïla, quand on parle à ce jour du Sahara occidental, on parle surtout de refus d'accès sur le territoire. À ce jour, si on parle de liberté d'expression, si on parle d'association, si on parle de presse, de journalistes indépendants ou de même des observateurs internationaux, ou comme vous l'avez cité, des ONG, qui trouvent un accès interdit pour eux au Sahara occidental. Car ce qu'on cherche au Sahara occidental, c'est justement cacher toute cette réalité. Cette réalité qui est un symbole de violation des droits de l'homme constant pour les peuples sahraouis. Il faut dire que les Sahraouis, dans les territoires occupés, vivent se menacent avec une peur permanente, avec une liberté d'expression très, très limitée, voire inexistante. Et cela ne peut même pas être manifesté au monde entier parce qu'on refuse systématiquement l'accès à ces observateurs internationaux, à ces journalistes qui ont même justement une activité dans le monde entier pour faire des observations, mais aussi faire un constat sur la réalité sur le terrain. Et à ce jour, la réalité du Maroc, c'est que à refuser cet accès, c'est aussi un symbole de qu'on cache quelque chose. Et ce qui cache le Maroc, c'est cette répression vers les personnes contre le peuple sahraoui. Et il faut savoir que cela, c'est une très très grande plaie du peuple sahraoui, car à ce jour, on déplore justement la présence de militants sahraouis, de ces prisonniers politiques sahraouis qui se trouvent illégalement enfermés dans des prisons marocaines et jugés par un tribunal militaire. C'est cette réalité que le Maroc veut cacher. Et c'est cette réalité que nous, activistes sahraouis, nous, peuple sahraoui, voudrions que la communauté internationale ait un moment sincère pour mettre un constat et dénoncer ces violations commises par le Maroc au Sahara occidental. Oui, très bien. Alors, nous a rejoint Claude Mangin. Claude, je rappelle que vous êtes une militante pour la cause sahraoui, que vous êtes également épouse, comme je disais tout à l'heure, à la présentation du militant sahraoui Naama Asfari, qui jusqu'à un moment où on se parle est toujours en prison dans les geôles marocaines. Claude, d'abord, bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Claude, qu'est-ce qu'on peut faire comme constat aujourd'hui, 77 ans après la Déclaration des droits de l'homme, lorsqu'on sait que s'il y a une chose aujourd'hui qui est foulée aux pieds, c'est bien cette question des droits de l'homme, surtout concernant le dossier sahraoui, bien sûr, après le dossier de Gaza. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le dossier sahraoui, à partir du moment où aujourd'hui, il y a des prisonniers qui sont détenus dans des situations, je dirais, des plus inhumaines, des plus affreuses, des plus atroces, et qu'on empêche ces détenus d'avoir la visite de leurs proches. D'abord, vous connaissez quand même un grand bout sur la question, puisque vous êtes vous-même épouse d'un détenu sahraoui, Naama Asfari. Eh bien, effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la résistance des Sahraouis, des amis des Sahraouis qui payent, surtout face à ce monde où le droit international apparaît comme bafoué par tous les côtés. Mais le peuple continue de résister et donc finalement on rappelle tout le temps que le droit international est la seule barrière qui permet de continuer à vivre selon la dignité et la liberté qui est le propre de chaque humain.
Oui, vous avez dit, Claude, que de toute façon, le combat ne s'arrête pas, que vous alliez bien sûr poursuivre ce long chemin vers la liberté aujourd'hui, que peut-être aujourd'hui, 13 ans après sa détention, peut-être que le combat ne fait que commencer aujourd'hui. Vous, est-ce que vous avez par exemple des informations sur la situation dans laquelle se trouve Narma Asfari et ses compagnons aujourd'hui? Parce que il me semble que il y a quelques jours de cela ou quelques semaines, des prisonniers avaient été interdits d'accès aux soins, qui étaient dans une situation de santé vraiment très précaire et que, en dépit de tout cela, ils étaient abandonnés à leur propre souffrance. Alors c'est vrai que tous ces prisonniers continuent de souffrir et de ne pas avoir accès aux soins, parce que là aussi c'est un acte de résistance que de refuser d'aller suivre des soins parce qu'ils ne veulent pas porter la tenue des prisonniers condamnés. Et plusieurs d'entre eux ont utilisé l'arme de la grève de la faim, qui est la seule arme qui leur reste pour pouvoir s'exprimer. Et c'est vrai que tout ce qui concerne le droit des prisonniers est bafoué, puisqu'ils sont d'être emprisonnés commettent de leur, alors que selon le droit international, ils ne doivent pas être enfermés dans une prison du territoire occupant, du pays occupant, mais dans le territoire occupé, près de leur famille. Premier droit bafoué, pas de droit de visite, les familles n'ont pas les moyens d'aller plusieurs semaines dans la ville où sont emprisonnés leur mari ou leur fils, puisqu'ils n'ont pas de louer, par exemple, un Marocain. Enfin, plutôt, les Marocains n'ont pas le droit de louer leur appartement à une famille de prisonniers sahraouis. Oui. Donc, tout est fait pour qu'il n'ait aucun contact extérieur. Le téléphone, par exemple, est de nouveau très, très limité. Dans mon cas, au mois de juillet, sous prétexte qu'ils ont un opérateur de téléphone, on est passé d'un téléphone public au téléphone privé. Ils n'ont plus droit qu'à des cartes téléphoniques de 5 minutes. Et au bout de 4 minutes, il y a une voix qui dit que je peux vous dire qu'en 4 minutes, c'est seulement la conversation qui commence à démarrer. Oui. Donc, pas de courrier, pas de téléphone, pas de visite. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde, et surtout pas un pays comme le Maroc qui est vanté de partout, où on n'a pas le droit, on a des droits aussi bafoués que ceux-là. C'est pour ça, tout à l'heure, avec Ahmedna Abdimbal, qu'on parlait d'un recul en matière des droits de l'homme, puisque de toute façon, aujourd'hui, jamais les droits de l'homme n'ont été vraiment foulés aux pieds, comme l'ont été donc ces dernières années, que ce soit par rapport à Gaza ou que ce soit par rapport au dossier sahraoui. Nous rejoint Saddam Lektef, membre du comité administratif du CODESA. Monsieur Saddam Lektef, bonsoir. Bonsoir madame, merci pour m'accueillir avec vous. Merci donc à vous d'avoir accepté notre invitation. Saddam Lektef, vous, en tant que membre militant, surtout membre du comité administratif donc du CODESA, on sait qu'il y a quand même un travail colossal à faire en matière de défense du peuple sahraoui, du droit du peuple sahraoui aujourd'hui. Mais est-ce que vous ne constatez pas que de plus en plus, cette question de défense des droits de l'homme devient de plus en plus pénible lorsqu'il s'agit du droit sahraoui? Bien sûr, aujourd'hui, nous commémorons le 10 décembre, la Journée internationale des droits de l'homme. Et ce jour est symbolique parce que on souligne toujours une réalité persistante depuis 50 ans. Le territoire du Sahara occidental reste occupé, la population sont victimes de violations massives de droits humains, spoliation des terres, colonisation, violence et détention arbitraire. Restriction des libertés fondamentales. Nous avons publié un rapport récemment qui a décrit plus de 13 000 cas depuis 50 ans jusqu'à un moment. Malgré nos ressources limitées, le blocus que le territoire occupé subit, nous avons réussi à ramener plusieurs témoignages et des nombres bien crédibles de la part des NGO. Et la situation est encore pire ce moment-là
aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a beaucoup de maisons de défenseurs des droits humains qui sont encerclées par la police pour empêcher les gens à sortir et célébrer ce jour symbolique pour nous. Très bien, Saddam Lektef. Je sais que vous êtes très au fait de la situation des prisonniers détenus sahraouis, de leur situation, du plus ou du mieux que vous pouvez. Je voulais aujourd'hui revenir sur le cas du détenu Addaf Addish, qui est au fait un prisonnier marocain ou un détenu d'opinion. C'est très important de dire que ce sont des détenus d'opinion et qui a été libéré, mais dans un état quand même, je dirais, assez lamentable. J'aimerais qu'on voit d'abord certaines images et puis j'aimerais aussi avec vous, Saddam Lektef, que vous puissiez commenter la situation mentale et surtout morale, bien sûr, et physique de ce détenu sahraoui. Bien sûr, Dish Daf, ancien prisonnier politique sahraoui, vice-président du CODESA, il est l'un des fondateurs du camp pacifique de Gdimizik. Il était enlevé le 2 décembre 2010 par la force d'occupation marocaine. Ils ont érupté son domicile à Lyon devant son épouse. Ils l'ont violemment arrêté, enlevé, menotté, dénudé. Ils l'ont conduit vers un lieu secret. Le but était clair, faire taire sa voix, faire peur à tout un peuple. Dans ce centre de détention, il a subi des interrogations curistiques d'une cruauté inimaginable. Coups violents, humiliation, arrachage de police. Et puis, ils ont commis l'irréparable. Il était torturé, violé avec un objet tranchant. Cette violation sexuelle n'est pas un acte isolé, c'est une méthode de punition visant à faire taire et à anéantir la dignité humaine de ce militant et des autres militants du groupe Gdimizik. C'est-à-dire, finalement, aujourd'hui, il y a comme une technique de s'en prendre à l'intégrité physique des détenus politiques sahraouis. C'est de l'intimidation. C'est peut-être aussi une façon pour que ces victimes servent de leçon et donc une sorte de, si vous voulez, de terreur. C'est un peu ça. Donc, Saddam Lektef. Oui, c'est ça. À la suite de ces actes, elle a subi une perte définitive de l'audience, de l'audition d'une oreille après un coup à la barre métallique. Elle a fait 4 opérations ici en France. En absence de soins médicaux, la situation est aggravée au présent. Oui, qu'il porte des blessures à l'œil. Ah oui, à l'œil. Oui. Elle est presque, elle ne peut pas entendre, mais elle a fait 4 opérations ici en France et maintenant elle vient de sortir de son cas, mais psychiquement, elle est encore très affectée. Besoin de suivi. Oui, alors Lektef, est-ce que vous pouvez nous dire, on aurait aimé avoir avec nous Addaf Addish, bien sûr, on l'espère en tous les cas la prochaine fois. Saddam Lektef, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui d'abord comment il a été libéré, parce qu'on se pose la question que lorsqu'on est détenu de Gdimizik, on est parti pour une bonne durée, pour ne pas dire toute la vie. Il faut vraiment un miracle pour en sortir. Alors je voulais savoir comment il a été libéré d'abord d'une part, et aujourd'hui il se trouve en France et je crois qu'il il demande, je crois, le droit de refuge. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail exactement sa situation? Elle a sorti en 2017 à cause de son situation médicale. Elle est venue en France et elle a refusé son droit au refuge jusqu'à un moment. Il est encore un demandeur d'asile. Mais comme vous avez dit auparavant, aujourd'hui, le 10 décembre, Dish Daf nous rappelle que cette journée ne doit pas être une simple commémoration, c'est un appel à l'action. Et Dash, c'est un témoin de ce qui se passe dans les prisons marocaines. Un témoin vivant, oui. Oui. Ouais. C'est une sorte de rescapé au fait des prisons marocaines aujourd'hui. Oui, bien sûr. Oui. Mais malgré la torture, malgré la prison, malgré les tentatives de les réduire en silence,
Dejdaf et ses compagnons ont montré que la dignité humaine est plus forte que la violence. Leur résistance est un message d'espoir. Tant que des voix parlent, aucune occupation ne peut effacer un peuple. Et lui, il a escapé le présent, mais il y a ses compagnons qui sont encore là-bas, et d'autres prisonniers politiques sahraouis, et d'autres étudiants aussi sahraouis. L'un d'eux, c'est Hussein Brahim Mahdour, qui est encore en prison. Des rapporteurs de Nations Unies, ils ont déjà décrit son situation, ils ont déjà envoyé des lettres au gouvernement marocain, mais il n'y a aucune réponse. La situation se dégrade de temps en temps. Très bien, Saddam, restez avec nous. Claude Mangin, est-ce que vous souhaitez rajouter un commentaire concernant justement la libération de Dejdaf, d'autant plus que après sa libération, il a refusé justement de faire une demande d'asile. Il a été également écarté de sa ville natale, donc éloigné vers la France. On voit un peu le procédé, si vous voulez, de décolonisation. On essaye également de déporter ces personnes originaires d'El Ayoun ou de Dakhla. C'est-à-dire qu'il est venu en Europe il y a un an, oui, mais il est arrivé par Lisbonne. Donc il est ce qu'on appelle un Dubliné. Oui. C'est-à-dire qu'il devrait retourner au Portugal pour déposer sa demande de refuge. Oui. Et évidemment, il ne peut pas retourner au Lisbonne parce qu'il est en soins intensifs médicaux à l'hôpital de Bordeaux. Oui. Donc, il va falloir plus d'un an pour pouvoir déposer une demande en France. Est-ce que sa situation de santé s'est empirée après sa sortie de prison? Ben, écoutez, moi, j'ai rencontré Daesh à Bordeaux au mois d'avril. Je l'avais rencontré l'an dernier à Lisbonne pendant le COCO. Et ça avait été évidemment un grand moment d'émotion, puisque la dernière fois que je l'avais vu, c'était en 2016, avant que je sois définitivement interdite de séjour au Maroc. Et de le revoir comme ça, c'était vraiment, ça m'a rappelé toutes ces heures que nous avons passées avec l'ensemble des prisonniers politiques du groupe de Gdémézik à la prison de Takki entre 2010 et 2016, avant le deuxième procès. Et en fait, quand j'ai vu dans quel état physique il était suite aux tortures qu'il a subies, je me suis dit que tous les prisonniers, ils sont encore 19, tous ces prisonniers, ils doivent être dans des états aussi lamentables que lui, sauf que lui, il peut s'être soigné, tandis que les autres, ça fait maintenant la 16e année qu'ils sont en prison, et qu'aucun n'a été soigné, ni du point de vue physique, ni du point de vue mental. Beaucoup parmi eux, oui, psychiquement. Oui. Et certains sont en prison à l'isolement total, comme Mohamed Lamine Hadi, qui a fait 80 jours de grève de la faim il y a 2-3 ans, 24 heures sur 24 depuis 2017 en isolement total, et la torture suprême. Et tout ça, c'est dénoncé par l'ONU. Nous avons porté plainte pour torture devant l'ONU, et le comité de la torture nous répond. Il a déjà condamné le Maroc, qui est énorme, et là, dans la dernière condamnation, la torture était systémique pour le groupe de Gdémézik. Il y a actuellement 6 qui ont été déposés en 2022 devant la torture pour 10 autres prisonniers de Gdémézik, mais il leur faut des années pour gérer les choses, puisqu'on a eu les premières années, donc 3 ans après 2025. Donc, nous ne désespérons pas que l'ensemble du groupe soit déclaré torturé et donc le Maroc condamné pour torture, et en tout cas le groupe de travail de la détention du Haut Conseil des droits de l'homme a déposé un avis comme quoi les prisonniers de Gdémézik sont tous en détention arbitraire et qu'ils doivent tous être libérés. Donc la question des prisonniers politiques de Gdémézik est sur la table. Une négociation qui devrait bientôt commencer entre le Polisario et le Maroc depuis la dernière résolution 2731 octobre 2025. Des négociations doivent démarrer. Évidemment, la question des prisonniers politiques sera centrale parce qu'après 15 ans évolus de détention arbitraire, c'est vraiment temps que le Conseil
sécurité et que les puissances occidentales demandent au Maroc de libérer sans tarder et même sans négociation. Ils sont en détention arbitraire, comme l'a encore redit 2023 le Haut Conseil des droits de l'homme. Oui, vous avez vraiment raison de le dire, Claude Mangin, à partir du moment où non seulement ce sont des détentions arbitraires, mais en plus ils n'ont eu droit qu'à une sorte de procès, de parodie de procès, parce que tout le monde s'en rappelle qu'ils ont été jugés devant les instances militaires, alors que c'était des civils et que de plus ils n'étaient pas vraiment, c'était des détenus d'opinion et non pas de droit commun. Et là, la différence est de taille. Claude. Absolument. Un premier procès militaire a été cassé par les autorités marocaines en 2016, au moment où ils étaient condamnés pour la première fois pour torture sur Nama. Et ils ont fait un nouveau procès qui a duré 7 mois avec 9 audiences. Et c'était une vraie mascarade, mais il a permis, grâce aux avocats français qui avaient plus le droit de parole que les avocats sahraouis, de plaider le droit international humanitaire, de parler pour la première fois dans un prétoire marocain de torture, de territoires occupés, de puissances occupantes, de droit international humanitaire, puisque le Maroc et le Burkina Faso sont tous deux signataires des conventions de Genève. Oui. Donc le droit international humanitaire s'applique entièrement aux prisonniers politiques sahraouis, mais dans les territoires occupés, dont Ahmedna a bien rappelé qu'ils étaient un territoire interdit depuis 2014 et que les seuls journalistes qui ont y aller maintenant, ce sont ceux qui demandent l'autorisation de Maroc en France. Très bien. Et évidemment, oui. Leurs investigations, en tout cas, ils n'ont pas le droit de rencontrer d'activistes. Oui. Ils ne peuvent que constater la colonisation économique à outrance de la part du Maroc. Très bien, Claude. Ahmedna Abdi Mbarak, je rappelle que vous êtes porte-parole de la jeunesse active sahraoui, une jeunesse aujourd'hui qui fait un travail remarquable sur le terrain à partir du moment où ça, c'est un petit peu l'œil vigilant. Il faut rester toujours vigilant sur la question sahraoui. Ahmedna Abdi Mbarak, finalement, que faille-t-il dire aujourd'hui des droits de l'homme lorsqu'on voit le cas de Desh Daf, lui, qui a subi la torture. Mais bon, on va dire que Desh Daf est un exemple, si vous voulez. Je suis sûre que dans les geôles marocaines, les cas de torture et des détenus est encore pire que celui de Desh. Finalement, que doit-on dire devant justement cette impuissance de faire appliquer les droits de l'homme et surtout le respect de ce droit? Alors, ce que j'aimerais à ce jour rappeler, c'est surtout le discours du représentant permanent de l'Algérie à New York. Oui. L'ambassadeur Amar Benjamin, qui l'a rappelé à plusieurs reprises que l'échec qui montre les Nations Unies au Sahara occidental est encore plus fort qu'on n'est pas capable de mettre en place un mécanisme efficace pour surveiller les droits de l'homme. Parce qu'à ce jour, ce sont des rapporteurs spéciaux qui dénoncent que sont les défenseurs des droits de l'homme qui sont harcelés, qui sont surveillés, qui sont assiégés et qui sont interdits même de circuler et même de se manifester et de s'associer. À ce jour, on ne parle pas justement d'une réalité parallèle, on parle d'une réalité d'un peuple qui souffre depuis 50 ans qu'on lui nie son droit et que même on accepte parce qu'en quelque sorte, les Nations Unies, avec leurs échec de volonté politique et dans les mécanismes de surveillance des droits de l'homme, ils acceptent que le Maroc réprime systématiquement et avec une violence agressive du peuple sahraoui lorsqu'il défend, il proteste et il réclame son droit fondamental, un droit justement déclaré par la Charte des Nations Unies. On rappelle que l'article 1.2 de la Charte des Nations Unies rappelle ce droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et pourtant, qu'à plusieurs reprises, ces 2 dernières années, l'Algérie a soumis sur la table justement ce mécanisme qui doit être capable de surveiller la question des droits de l'homme au Sahara occidental. Ce sont les membres
de Conseil de sécurité, les alliés du Maroc qui ont empêché justement les Nations Unies de faire leur travail. À ce jour, une mission qui existe depuis 1991, elle est encore un plus grand échec qu'on n'est pas capable de surveiller une nécessité vitale pour un peuple qui est le peuple sahraoui, qui réclame un droit juste, légitime et qui est proclamé par toute la communauté internationale, mais pourtant qu'on refuse. On refuse de déclarer à ce peuple qui souffre justement par cette répression systématique, et on refuse justement de mettre en place un mécanisme capable de le défendre, de justifier. Rien ne justifie cette occupation, rien ne justifie cette absence de mécanisme de surveillance. À ce jour, on rappelle que les militants, défenseurs des droits de l'homme, de CODESA, de l'ASVDH, d'ISACOM, ce sont des militants et surtout des femmes qui en sont surveillées, harcelées au quotidien, chaque jour au Sahara occidental, et que leur empêche toute activité de réunion, de manifestation pacifique, qui sont même, on le rappelle toujours comme il a dit Saddam et Claude, que s'ils continuent dans ce destin, de cette justement volonté de se manifester pacifiquement, la seule chose qui les attend, ce sont 30 ans, 20 ans et une vie en prison. Et justement, tout ce qu'on parle, justement, et tout ce qu'on a dénoncé le groupe de travail de droits de l'homme au Sahara occidental, que c'est une répression systématique, mais une violation qui suit un chemin systématique de répression et aussi un message passé à la population sahraoui. Faites attention, si vous faites ça, vous suivrez le chemin de vos confrères, compatriotes qui se trouvent aujourd'hui dans les gélules marocaines à 1300 km, à 1400 km de chez eux. Oui, c'est vrai, Ahmedna, aujourd'hui, on devrait parler des droits de l'homme, faire un constat, dire finalement, 77 ans après, où en sont ces droits de l'homme. Eh bien, le constat, peut-être, il est très clair et visible. On n'a qu'à le voir, par exemple, à Gaza, on n'a qu'à le voir au Sahara occidental, on n'a qu'à le voir des fois, parfois même dans les territoires, c'est-à-dire au Maroc, comment la population est réprimée et privée de ses droits les plus élémentaires, à savoir celui de l'accès à l'eau, de l'accès par exemple à l'éducation, à la santé. On a vu quand même les mouvements de protestation qu'a vécu le Maroc de par sa population. Le problème, c'est que on se pose aujourd'hui la question, c'est que comment nous en sommes arrivés à ça? C'est-à-dire pourquoi, du fait qu'il fut un temps où on défendait les droits de l'homme bec et ongle, aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau modèle, à savoir que ce droit peut se décliner, c'est-à-dire le standard, le double standard ou le deux poids deux mesures, surtout lorsqu'il s'agit de certaines questions, comme par exemple la situation et le génocide à Gaza et le dossier sahraoui. Cher Leila, le problème réside dans le fait qu'à ce jour, on croit que les Nations Unies sont capables de protéger ces principes qu'eux-mêmes ont proclamés. Oui. Si on croit à cette idée, nous tombons dans l'échec total et dans l'ignorance totale. À ce jour, ce qui dicte la politique des Nations Unies ne sont plus les États et membres, sont plutôt certains États qui sont bien au-dessus justement de cette organisation étatique. Si on parle des États-Unis, mais si on parle aussi de la France, ou avec les intérêts de leurs amis, font un certain principe de la politique. Parce qu'à ce jour, si on parle des Gazaouis, du peuple palestinien, si on parle justement des Sahraouis, à ce jour, aucune déclaration, aucune charte des Nations Unies, aucune résolution peut nier ce droit légitime ou ce respect qui doit être des droits de l'homme. Et pourtant, ce qu'on trouve sur le terrain, c'est une communauté internationale qui regarde ailleurs. Pourtant, nous l'avons vu avec la question du Sahara occidental. Il faut savoir que depuis 2014, le Haut-Commissariat des Nations Unies est interdit de rentrer au Sahara occidental, et pourtant, les Nations Unies ont permis que le Maroc préside le Conseil des droits de l'homme. Oui. Mais quelle insulte
quelle insulte pour tous ces États membres, mais aussi quelle insulte pour tous les peuples du monde qui souffrent à ce jour les conséquences d'une réalité politique loin des principes des Nations Unies, mais pour les intérêts de certains États membres des Nations Unies, tels que ceux du Conseil de sécurité, les 5 membres. Oui, c'est vraiment inquiétant. On va dire les choses comme ça parce qu'on est dans le paradoxe, dans le contradictoire le plus élémentaire et pourtant, c'est-à-dire personne ne s'offusque. On va le dire comme ça. Finalement, Saddam Lektef, que faut-il penser s'il faut penser quelque chose encore du fait qu'aujourd'hui nous nous retrouvons dans un prisme du 2 poids, 2 mesures, de ce qui est valable pour les uns ne l'est pas pour les autres, qu'on peut parler par exemple ici de dépassement des droits de l'homme alors que le même fait n'est pas dénoncé dans un autre coin géographiquement parlant de la planète. Pourquoi aujourd'hui le dossier sahraoui avec tous les dépassements qui sont enregistrés par exemple par le Maroc donc sur les Sahraouis, cela ne dépasse pas, si vous voulez, le cadre du dénoncement et de la condamnation? Parce que le Conseil de sécurité prévoyait l'organisation d'un référendum d'autodétermination du peuple sahraoui, sur la base de quel la MINURSO a été créée en 1991 et c'était pas appliqué sur la terre. C'est ça le problème. Il ne faut pas aller loin. L'occupation militaire marocaine du Sahara occidental nécessite d'accélérer la décolonisation du territoire et l'envoi des commissions internationales d'enquête sur les crimes commis par la puissance occupante, en lien avec la violation des droits du peuple sahraoui à l'autodétermination et la souveraineté sur les ressources naturelles. Il faut aussi que l'Espagne porte une responsabilité juridique et politique permanente envers le peuple sahraoui en sa qualité de puissance administrant le territoire et l'ancienne puissance coloniale. Aujourd'hui, on est face à une confiscation des terres des civils sahraouis et la poursuite de la politique de la colonisation qu'on peut décrire que parfois pire qu'aux sionistes. Et ces crimes constituent des crimes de guerre parfois et des crimes contre l'humanité en violation des principes de droit international, des conventions de la Haye 1999 et 1907, droit de l'occupation, et de la Charte des Nations Unies et des 4 conventions de Genève, notamment celle relative à la protection des civils en temps de guerre. La Conseil de sécurité, chaque fois, il renouvelle le mandat de MINURSO sans donner le droit à documenter les violations de droits humains. Le mandat de surveillance des droits de l'homme. Bien sûr. Nous avons déjà demandé qu'une commission de Croix-Rouge, de comité international de Croix-Rouge soit établie dans le territoire occupé de Sahara occidental, comme c'est le cas dans tous les territoires occupés dans le monde. Toutes les activités économiques contribuent aussi au pillage des ressources de Sahara occidental, illégales et contraires au droit international, ainsi qu'aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. La Commission européenne normalise l'occupation. Elle acte contre les arrêts de son propre Cour de justice qui a reconnu le statut juridique international du territoire et son caractère distinct du Maroc. Oui. Il faut imposer une politique antidiscriminatoire et antiraciste que la puissance occupante marocaine parfois vise à forcer les civils sahraouis à exprimer publiquement leur soutien à l'occupation en échange d'un accès limité à des moyens de subsistance. Il y a un changement démographique du territoire. Les Sahraouis sont devenus minoritaires dans la colonisation le par le peuplement, oui. D'accord. Oui. Très bien, Ahmedna, vous pouvez poursuivre votre idée à cela étant. Oui. Je voulais un petit peu revenir vers vous, donc Claude Mangin. Finalement,
Je voulais savoir aujourd'hui, lorsqu'on parle par exemple des droits de l'homme, lorsqu'on parle aussi de la situation des Sahraouis, qui est bien en deçà du minimum de dignité qui pourrait donc, duquel ils pourraient jouir aujourd'hui, finalement, à qui, selon vous, Claude Mangin, incombe justement ce recul dans ou la responsabilité du recul des droits de l'homme aujourd'hui sur le terrain? Et on l'a vu. Est-ce que les Nations Unies portent également une part de cette responsabilité devant, si vous voulez, la lenteur à appliquer ces droits et ces résolutions? Comme vous le savez, les Nations Unies, c'est nous. Hein. Ce sont les peuples qui ont écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est à nous de rappeler à nos États qu'ils sont signataires de tout ça et qu'ils doivent l'appliquer et faire appliquer. Moi, je voudrais donner une note un peu plus positive dans la mesure où fin novembre, j'ai été à un colloque organisé par l'Université de droit d'Amiens sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y avait des intervenants de tout le continent et j'ai pu voir que cette question des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire le droit à la décolonisation, le droit des peuples autochtones, le droit était de nouveau à la mode. Et ça, c'est une grande joie pour moi parce que les mêmes personnes, en 2019, étaient plutôt pro-marocains. Et cette année, en 2025, eh bien, tous ces juristes, tous ces enseignants de droit national, tous ces doctorants, tous ces étudiants en master, ils étaient nombreux, eh bien, finalement, ils ne sont pas pollués par la propagande marocaine. Oui. Et, ils sont réaffirmés combien le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est vital et que le peuple sahraoui est devenu un symbole de ce droit et qu'il ne peut pas être bafoué plus longtemps. Et que finalement, ce droit du peuple sahraoui est réaffirmé et cette fois n'est plus enseigné comme une question, un cas d'école. À l'époque, finalement, les étudiants ne savaient même pas qu'il y avait un peuple derrière. C'était un cas d'école, la question de la CPI, de la justice internationale, etc. Là, c'est le droit des peuples à disposer d'eux. Et il y a beaucoup de peuples dans le monde pour lesquels c'est devenu central. Et évidemment, la question palestinienne, qui a été quand même devant la Cour de justice et la CPI, montre que le droit est bel et bien défendu et que évidemment, le droit des plus forts pour le moment est là, surtout le droit des grands financiers, de ceux qui pillent les ressources naturelles sans vergogne, que ce soit dans les pays déjà indépendants ou des pays à coloniser, mais finalement, c'est toujours ces puissances, je vais les citer, les accords d'Abraham avec de M. Trump, c'est aussi donner accès à Israël aux ressources naturelles du peuple palestinien. Oui, que les territoires des grands nomades sont actuellement donnés tout simplement par le Maroc pour qu'Israël fasse des installations probablement d'énergie solaire ou autre, mais aussi, pourquoi pas, recherche des ressources dans les sous-sols. Donc, qu'est-ce que c'est que ce droit, ces accords d'Abraham qui sont totalement illégaux et qui permettent encore à une puissance étrangère de venir piller les ressources naturelles, alors que jusqu'à présent, il y avait que les puissances européennes qui se le permettaient. Oui. Voilà, donc à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Oui, finalement, Claude Mangin, on se retrouve tout simplement devant une situation où, si vous voulez, les mêmes prismes ou les mêmes stéréotypes sont en train d'être appliqués par le colon, qu'il soit donc israélien ou qu'il soit marocain. Nous avons le même procédé. Aujourd'hui, à un moment donné, les territoires occupés, par exemple le Sahraoui d'El Ayoun ou de Dakhla, étaient, si vous voulez, sujettes ou étaient finalement
la proie de ce qu'on appelle la colonisation par le peuplement, puisqu'on apportait des populations marocaines pour essayer de la faire remplacer par les Sahraouis. Donc il y aura moins de Sahraouis aujourd'hui. Et pour le recensement, ce qu'on appelle cette politique de remplacement, et bien ce remplacement, non seulement il se faisait avec le Marocain, aujourd'hui il se fait avec les Israéliens. Dans tout ça, il y a un grand bouleversement. Et s'il y a une chose qui est réellement bafouée aujourd'hui, c'est dans tout ça, c'est vraiment les droits de l'homme ou le respect des droits de l'homme aujourd'hui. On a l'impression que le monde est coupé en deux, Claude, à savoir ceux qui respectent le droit de l'homme et donc par dépit, et ceux qui n'en font qu'à leur tête parce qu'ils ont le droit de la force. Finalement, c'est carrément deux oppositions qui ne font que par la suite créer la réaction inverse, à savoir encore plus de résistance à la propagande et à la désinformation. Absolument. La résistance, c'est le seul moyen que les peuples ont pour toujours réaffirmer leur dignité, leur droit à être, à exister. Et malgré toute cette propagande, malgré toute cette persécution, eh bien, le peuple sahraoui est toujours debout, le peuple palestinien est toujours debout, le peuple kanak est toujours debout, ce qui prouve bien que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et des peuples sont plus puissants que tous les armements et tout le droit du plus fort. Il ne peut pas faire disparaître ces peuples malgré tout ce qu'ils essayent de faire depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années. Je voudrais aussi un petit peu revenir vers vous, donc Ahmedna Abdi Mbarak, pour revenir sur cette conférence internationale sur les violations du Sahara occidental, une conférence bien sûr qui sera organisée demain dans la capitale espagnole Madrid pour dénoncer également tous ces dépassements des droits des Sahraouis sur le terrain et des accords conclus entre le Maroc et des pays voisins comme l'Espagne. J'aimerais que vous nous en dites un peu plus. Vous nous en disiez, pardon. Alors, pour vous dire tout simplement, c'est vrai que le 10 décembre de chaque année nous rappelle que cette déclaration d'il y a très, très, très longtemps qui a été publiée, de 48. nous rappelle que c'est un jour important pour rappeler que l'égalité de chaque être humain, la valeur de chaque vie, mais surtout aussi la force du droit face à l'arbitraire. Et l'arbitraire, c'est justement ce qui souffre nos compatriotes dans les territoires occupés du Sahara occidental. Pour nous, c'est une occasion de rappeler que les droits de l'homme ne sont pas négociables et qu'on refuse que le Sahara occidental reste un angle mort de droit international, mais surtout de ce respect des droits de l'homme aussi essentiel pour nous en tant que peuple sahraoui, mais aussi tous les peuples du monde et surtout ces peuples qui souffrent à ce jour une répression systématique, que ce soit des Palestiniens, des Sahraouis, comme elle a rappelé aussi notre cher Claude, les Kanaks. C'est aussi une occasion pour nous de rappeler que les peuples unis sont unis pour une seule chose, toute cette égalité qui, certains bénéficient, tous ces droits, certains bénéficient, est une chose qui appartient à tous les peuples du monde, à tous les êtres humains sur le monde, et rien ni personne ne doit faire l'exception de ces peuples. Exiger une présence internationale indépendante et permanente du Sahara occidental est une réalité qui doit être au plus urgent au Sahara occidental. Mais surtout soutenir celles et ceux qui, au prix de leur liberté, défendent la vérité, défendent leurs droits. Si à ce jour on se rappelle de tous les prisonniers politiques sahraouis, à ce jour on doit reconnaître qu'à malgré et au prix de leur liberté, ont décidé de mener le combat pacifiquement, et que malgré ça, la communauté internationale, ces pays du monde, certains Européens qui pourtant font l'effort pour certaines personnes pour les sortir des prisons ou faire les démarches nécessaires politiquement ou juridiquement pour faire sortir certains prisonniers d'opinion, ne le font pas pour ces peuples souvent oubliés. Et c'est à ce jour, comme demain à Madrid, une occasion très très forte pour rappeler, exiger que ni le Sahara occidental, ni les Palestiniens, Merci. ni la Palestine
doit être un angle mort du droit international ni de non-respect des droits de l'homme. Merci beaucoup, Ahmedna Abdi Mbarak. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la jeunesse sahraoui, très active, militante très active. Merci à vous, Claude Mangin, épouse du militant sahraoui Naama Asfari, mais également militante pour la cause sahraoui. Saddam Lektef, membre du comité administratif du CODESA. Merci également à vous et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.